Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à Francisco Franco, général et homme d'État espagnol. À la tête d'une junte militaire, il s'engage en 1936 dans une guerre contre le gouvernement républicain où il sort vainqueur. En 1939, devenant ainsi le caudillo pour diriger l'Espagne pendant 36 ans. D'une main de fer jusqu'à sa mort en 1975. Dès l'année suivante, le régime franquiste qu'il avait mis en place, autoritaire, conservateur et catholique, fait place à une monarchie parlementaire sous le règne de Juan Carlos. Vous voulez en savoir plus sur la vie de Francisco Franco? Venez avec moi. Francisco Franco est né le 4 décembre 1892, second des 5 enfants de Nicolas Franco, trésorier de marine, et de Pilar Bahamonde, femme effacée et pieuse issue d'une famille de marins. En 1907, ne pouvant s'inscrire à l'école navale à laquelle il se destine, Francisco Franco entre à l'école militaire d'infanterie de Tolède, où il reste jusqu'en 1910. 2 ans plus tard, il réussit à se faire envoyer au Maroc, où il est nommé lieutenant des troupes indigènes. Il sert de 1912 à 1927 au Maroc et fut chargé en 1920 d'organiser la Légion étrangère espagnole. En 1916, il est promu au grade de commandant et reçoit la médaille militaire des mains du roi Afonso XIII. Rentré dans la péninsule, il participe sous les ordres du général Bourguete à la répression de la grève des mineurs asturiens en 1917. En 1923, il épouse Carmen Polo, fille d'un riche commerçant, qui lui donnera un enfant, la future marquise de Villaverde. Jusqu'en 1926, Franco commande la Légion étrangère ou la brillante conduite de la guerre du Rif, en particulier lors du débarquement dans la baie d'Alcumaesas, septembre 1925, lui vaut d'être nommé général à 33 ans. Sous la dictature du général Miguel Primo de Rivera, Franco est placé à la tête de l'école militaire de Saragosse. Mais cet établissement ayant été supprimé par la Seconde République en 1931, il doit partir en exil pour assumer le commandement aux Baléares en 1933. Rappelé d'un métropole après la victoire électorale des conservateurs, il joue encore un rôle actif dans la seconde répression de la grève des mineurs asturiens en octobre 1934, que lui a confié le ministre de la Guerre Diego Hidalgo. En 1935, José Ril Robles, détenteur du portefeuille de la guerre, veut renforcer l'armée et choisit alors Francisco Franco comme chef d'état-major. Toutefois, celui-ci ne conserve pas longtemps ses fonctions car l'élection du Front populaire en février 1936 le relègue au poste de commandant général des troupes aux Canaries. En 1935, Franco fut nommé par Zamora chef d'état-major général de l'armée. Avec plusieurs autres militaires, Franco entre alors dans un complot animé par le général Sanjurjo. Lors du déclenchement du soulèvement nationaliste les 17 et 18 juillet 1936, il arrive en avion au Maroc espagnol, s'en assure le contrôle et s'empare du commandement des forces insurgées dans le sud de l'Espagne. Les 17 et 18 juillet 1936 éclate un coup d'État nationaliste. Franco publie aussitôt un manifeste en sa faveur à Las Palmas, et à la suite de l'accident d'avion qui coûte la vie au général José Sanjurjo, promoteur du soulèvement militaire, il prend la tête des opérations. Il s'envole pour Tétouan, s'assure le contrôle du Maroc espagnol, puis regagne la péninsule. À la fin du mois de juillet, l'Espagne est coupée en deux. Le nord et l'ouest dominés par les nationalistes, le sud et l'est, hormis quelques villes comme Séville et Cordoue et la région de Cadix, aux mains des républicains. Tandis que l'armée du Nord est confiée au général Emilio Mola, qui se tue en avion 9 mois plus tard, l'ingente de défense militaire créée par les insurgés à Burgos nomme Franco généralissime et chef du gouvernement le 29 septembre. Décision rendue publique le 1er octobre 1936. Quelques mois plus tard, Francisco Franco est proclamé caudillo et le décret du 30 janvier 1938 en fait le chef de l'État, du gouvernement et de l'armée. Soutenu par la phalange de José Antonio Primo de Rivera et par les forces de l'Allemagne d'Hitler et de l'Italie de Mussolini, Franco entre à Madrid le 28 mars 1939 et obtient la reddition sans condition des chefs républicains. Il parvient à réunir sous sa coupe monarchistes, phalangistes, carlistes et militaires. L'opposition est bannie et la répression sévère. En 1939, cumulant la fonction de chef du gouvernement et de chef militaire, il se trouve le maître incontesté de l'Espagne, qu'il entreprend de reconstruire sur la base d'un État autoritaire, catholique et corporatiste.
Considérant l'épuisement de l'Espagne au lendemain de la guerre civile, Franco préfère se maintenir dans la neutralité au début de la Deuxième Guerre mondiale. Bien qu'il croie, à cette époque, à la victoire des régimes nazis et fascistes, l'Allemagne et l'Italie ont été les premiers à reconnaître son gouvernement en 1936. En dépit de l'aide qu'il avait reçue de son adhésion au pacte anticomintern en mars 1939, Franco proclame sa neutralité au début de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, après la défaite de la France, il passe à la non-belligérance, occupe Tanger en juin 1940 et revendique Gibraltar. En 1940, il rencontre Hitler à Hendaye. En février 1941, il est l'hôte du maréchal Pétain. En 1941, Franco et Salazar, le dirigeant du Portugal, décident d'accorder aux volontaires l'autorisation de partir combattre sur le front russe aux côtés de l'Allemagne au sein de la division Azul. À partir de 1942, dans la perspective d'une victoire alliée, Franco amorce une lente libéralisation de son régime, institution des Cortés en juillet 1942, retour à la neutralité en octobre 1943 et retrait du front de l'Est de la division Azul. Très isolé cependant après l'effondrement des puissances fascistes condamnées par l'ONU et le 12 décembre 1946 à l'instigation de Staline, l'Assemblée générale des Nations unies recommande aux pays membres de rappeler leurs ambassadeurs en poste à Madrid. Le développement de la guerre froide permet à Franco de bénéficier du plan Marshall en mars 1948 et fait de lui un auxiliaire précieux pour les Américains, accord économico-militaire de septembre 1953. En 1955, il peut faire admettre l'Espagne à l'ONU, bien que la loi de succession de 1947 ait défini l'Espagne comme un royaume et le prince Juan Carlos officiellement désigné comme futur roi d'Espagne. Le caudillo conserve le pouvoir comme une sorte de régence à vie. Tandis que l'Espagne entre à partir de 1955 dans une phase d'essor économique, Franco préside au remplacement progressif de la vieille garde issue de la guerre civile par un nouveau personnel ministériel de technocrates souvent proches de l'Opus Dei, tout en gouvernant avec l'appui de l'armée, de l'Église catholique d'Espagne et de la Phalange et des grands propriétaires. Cependant, Franco maintient jusqu'au bout les bases fondamentales du régime qu'il avait instauré dès l'époque de la guerre civile. Et ses derniers mois au pouvoir fut marqué par une répression féroce contre les menées révolutionnaires et contre l'autonomie basque, répression accentuée par l'assassinat par l'État de son second Luis Carrero Blanco. Dans les années 1950, les États-Unis et la Grande-Bretagne considèrent que l'Espagne, dont la stabilité politique est garantie par la ferme autorité de Franco, constitue le meilleur rempart contre le communisme. Cette conviction débouche sur la signature d'un accord hispano-américain en 1953. Le caudillo accepte l'établissement sur le sol espagnol de bases nord-américaines et reçoit en contrepartie une aide substantielle des États-Unis. Cet accord est renouvelé en 1958 puis en 1969 et suivi d'un accord d'amitié en 1970. En 1953, Franco signe avec le Vatican un concordat qui rétablit ce qui avait été aboli par la République et resserre les liens entre l'Église et l'État. En 1955, l'Organisation des Nations Unies, ONU, accueille l'Espagne parmi ses membres, suivis en 1958 par l'Organisation européenne de coopération économique. En 1956, devant les nationalismes grandissants au Maroc, Franco renonce au protectorat espagnol sur ce pays et ne conserve que Ceuta, Melilla, la Guinée équatoriale indépendante en 1968 et l'enclave d'Infini, rendue aux Marocains en 1969. Face à la contestation qui gagne à partir des milieux des années 50, la société espagnole, contrainte au rationnement et à l'immigration pour bénéficier du bien-être dont jouissent les pays voisins, Franco met un terme à l'ostracisme et au dirigisme d'État en vigueur depuis près de 20 ans et promeut l'industrialisation rapide du pays. À partir des années 1965 environ, le développement économique rend possible par des années de paix la participation à la vie internationale et l'apport des capitaux étrangers commence à se faire sentir. L'émigration a tendance à se stabiliser et l'afflux de touristes joue un rôle non négligeable. Franco fait de plus en plus appel au détriment de la Phalange qui a légalement disparu en 1967 aux technocrates de l'Opus Dei, dont les objectifs essentiels sont précisément l'expansion et l'ouverture sur l'Europe. Signature avec le marché commun d'un accord commercial préférentiel en 1970. Sur le plan politique, Franco ne consent qu'à une timide libéralisation du régime.
En 1959, il fait preuve d'un certain esprit de conciliation en déclarant que les exilés et réfugiés politiques peuvent rentrer s'ils le veulent. La loi organique de l'État du 22 novembre 1966, promulguée en janvier 1967, institue la séparation des fonctions de chef de l'État et de chef du gouvernement, augmente le nombre de députés au Cortés, renforce l'institution monarchique, crée le poste de député local et envisage la possibilité de créer des associations politiques. La loi sur la presse de 1966 supprime la censure préalable. Le 22 juillet 1969, les Cortes approuvent à une majorité écrasante la désignation du prince Don Juan Carlos de Bourbon comme futur successeur de Franco en qualité de roi d'Espagne. Du 17 au 22 octobre, Franco souffre d'une crise d'angine, d'artérosclérose, d'insuffisance cardiaque aiguë et d'un œdème pulmonaire. Le 26 octobre, son état se dégrade plus en avant et le 30, après un léger infarctus et une péritonite, Franco ordonne de mettre en œuvre l'article 11 de la loi organique et de transférer tous les pouvoirs à Juan Carlos. Début novembre, Franco eut un nouvel épisode d'hémorragie gastrique massif dû à un ulcère et fut opéré avec succès par une équipe de chirurgiens dans l'infirmerie du Prado. À l'encontre de ses souhaits, Franco fut transporté sur indication de Villaverde à l'hôpital de la Plaza de Madrid, où il subit l'ablation des 2 tiers de son estomac. La rupture d'un de ses stures, cause d'une nouvelle hémorragie avec péritonite, nécessite une troisième opération 2 jours plus tard, suivie d'une défaillance multiorganique. Le 15 novembre, il subit une intervention pour la troisième et dernière fois. Et le 18, le docteur Hidalgo Huerta annonce qu'il s'abstient dorénavant d'opérer le malade, qui est désormais placé en hibernation. Le 19 novembre à 11h15, les tubes qui le raccordent aux machines et le maintiennent en vie sont débranchés, ce qui occasionne finalement la mort de Francisco Franco par choc septique à 4h20 du matin, le 20 novembre 1975, à l'âge de 82 ans. La presse mondiale et les Espagnols suivent pendant un mois la lente agonie du caudillo. Comme on l'a vu, Francisco Franco demeure donc une image ambivalente. Il y a d'abord celle du fin tacticien sur le plan international qui réussit tout en maintenant au pouvoir autoritaire à réintégrer le concert des nations. Il y a d'autre part l'image d'un homme fondant son pouvoir sur la répression politique appuyée par l'armée et l'Église catholique. Francisco Franco meurt le 20 novembre 1975 après une très longue agonie et sera inhumé auprès de Primo da Riviera et des victimes de la guerre civile dans la vallée de Los Caídos, dans un monument construit par des milliers de prisonniers politiques, comme prévu par Juan Carlos Ier, lui succéda. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi tous les matins à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.